Voilà. Donc vous retrouverez l'enregistrement, par mail et sur YouTube. Donc bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence, aujourd'hui. Vous êtes encore bien nombreux, pour ce 3e, webinaire Webifé. Donc aujourd'hui, c'est la formatrice Françoise Niquez qui va nous présenter sa thématique. Donc un webinaire qui dure environ 45 minutes. Moi, je suis Lucie Jean-Jean, je suis la responsable pédagogique et de formation de l'organisme, de formation. Je vais vous présenter dans quelques secondes, l'association FEE, Famille, Enfance, Éducation Populaire. Juste, je vous indique, donc c'est Françoise Niquez qui fait la présentation aujourd'hui. Moi, je reste disponible par chat. Merci de couper les micros et les caméras, s'il vous plaît. Donc, je reste disponible sur le chat si vous avez des questions durant le webinaire. Et on prendra 5 minutes à la fin de la présentation avec la formatrice pour répondre à quelques questions. Si vous avez des questions d'ordre organisationnel ou autre, n'hésitez pas du coup à me contacter via le chat. Je pourrai soit vous répondre ou on prendra quelques minutes sur la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Vous avez été nombreux à vous inscrire et notamment à poser des questions lors de votre inscription. Donc Françoise a intégré dans sa présentation certaines questions qui étaient revenues, qui sont revenues à plusieurs reprises. Bon, malheureusement, on ne peut pas répondre. Vous êtes plus de 70 ou 80, je crois, à être inscrits. Donc, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais on espère que voilà, ce webinaire va pouvoir y répondre. Vous recevrez à la fin du webinaire un mail avec un questionnaire qu'on vous invite à remplir. Vous aurez le replay et vous aurez aussi le support, le PDF de la présentation d'aujourd'hui. Le replay du webinaire va aussi se trouver sur notre site internet et sur YouTube. Oui, Rémi, tout le monde a le son. Enfin, en tout cas, je n'ai pas d'autres retours de ça. Je pense que ça vient de votre ordinateur. Donc, je vous remercie de laisser les caméras et les micros éteints. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, le Webifé d'aujourd'hui, qui est le 3e que nous organisons, est organisé par l'organisme de formation de l'association Famille, Enfance, Éducation Populaire, FEE. Donc la FEE, c'est à la fois le 36e festival de la petite enfance à Pau, qui aura lieu en octobre de cette année, du 8 au 11 octobre 2026. Donc c'est 4 jours de festival qui regroupent des associations et des partenaires autour de la petite enfance. Et l'association FEE, c'est donc aussi un organisme de formation certifié CAIOPI depuis 2021 et qui propose des formations pour les professionnels de la petite enfance, de la périnatalité, des enseignants et aussi pour les particuliers. Voilà, et donc je vais laisser la main à Françoise Niquez, notre formatrice du jour, qui va se présenter. À toi, Françoise. Voilà, alors voilà, aujourd'hui nous allons parler j'apprends avec tous mes sens. Alors bonjour à tous, je vous mets une petite musique pour vous accueillir, c'est notre cri de ralliement à l'association. Voilà, et on va voir aujourd'hui l'importance des apprentissages sensoriels dans la vie de l'enfant. Alors, qui je suis? Je suis maman, éducatrice de jeunes enfants. Je suis formatrice à la FEE depuis que l'organisme FEE existe. Je suis présidente d'une association qui promeut l'apprentissage de la lecture et de l'écriture avec des moyens sensoriels. Je suis présente sur le Festival de la petite enfance, évidemment. Je suis par ailleurs très bricoleuse. J'aime beaucoup créer des nouveaux jeux pour les enfants. Et je donne aussi des cours d'alphabétisation à des mamans analphabètes. Voilà à peu près mon CV. Alors, pour suivre cette rencontre, je vous ai préparé un petit plan parce que je n'ai pas envie de vous perdre en route. Donc, il va y avoir l'introduction qui va expliquer un peu comment ça marche. Et puis ensuite, on va avancer dans les apprentissages, petite enfance, approche sensorielle, etc. Et j'espère que je ne vais pas vous bercer comme ce joli petit nounours qui s'est endormi et que malgré l'heure de la sieste, vous allez réussir à suivre. Alors, en introduction, la boucle sensorimotrice. Alors, c'est un mot très savant pour des choses que vous connaissez. Alors, les 5 sens, c'est vraiment une révision de ce que vous avez appris à l'école primaire. Hein, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue. Ça,
Tout le monde est d'accord. Les savants rajoutent un 6e et un 7e sens, qui sont la proprioception et le vestibulaire. C'est des sens qui permettent de percevoir son corps quand on a les yeux fermés, par exemple, ou on perçoit la situation de son corps quand on est un peu dans cette situation, complètement à l'envers, on a encore conscience de son corps. Voilà, donc ça, c'est des sens qui ont été rajoutés par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune information ne parvient à notre cerveau autrement que par nos sens. Il n'y a pas d'autre moyen. Depuis le jour de la naissance jusqu'à votre dernier souffle, les informations arriveront à votre cerveau par vos sens, quel que soit l'âge. Ça va développer des connexions neuronales, établir de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences vont permettre de nouvelles perceptions sensorielles. C'est ainsi qu'on va parler d'une boucle. Voilà, alors je vous ai fait un petit schéma, essayez pas de l'apprendre par cœur, vous l'aurez dans le replay, où vous allez avoir les entrées. Donc, qu'est-ce qui va entrer dans notre cerveau? Par où ça va entrer? Donc, on retrouve nos 7 sens qui vont nous donner l'information. Cette information, qu'est-ce qu'on va en faire le cerveau? Il va créer des connexions neuronales et ces connexions vont développer des aptitudes langagières, de l'organisation spatio-temporelle, des aptitudes sportives, musicales, mathématiques, l'estime de soi, la relation avec les autres. Ça va développer des capacités d'attention, de concentration, de réflexion. Tout ça grâce à nous. Tout au long de la vie, nos activités, nos expériences, à travers toutes ces expériences, notre cerveau va évoluer. Et cette évolution du cerveau, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, hein, cette propriété qu'a notre cerveau de s'adapter et de toujours connecter des nouvelles choses. Je vous donne un petit lien sur l'INSERM s'il y a des choses qui vous intéressent un peu sur ce sujet. Je dirais la bonne nouvelle pour nous, c'est que notre intelligence est en constante amélioration si on nourrit son cerveau. J'espère aujourd'hui que votre intelligence va bien évoluer avec ce que je vous apporte aujourd'hui, entre autres par l'expérience sensorielle. Voilà, on en a fini pour l'introduction, qui est vraiment le mode d'emploi et sur lequel il faut revenir quand on a justement des questions comme certaines que j'ai reçues. Le terreau des apprentissages, c'est la petite enfance. On va vraiment commencer ces apprentissages sensoriels dès la naissance. Alors, chez le tout petit, ça peut-être, il y a ceux qui s'occupent des tout petits, peut-être n'y pensent pas toujours, mais les apprentissages chez le tout petit, eh bien, ça prépare déjà les apprentissages scolaires. C'est très important puisqu'on n'est pas bébé pour rester bébé. Hein. Alors, à la maison, à la crèche, avec les personnes qui nous entourent, l'enfant va créer un tas de connexions par les chants, les berceuses, les jeux qui sont adaptés à son âge. Il va porter à la bouche un tas de choses qui vont lui donner un tas d'informations qui vont lui permettre de développer sa logique, sa curiosité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment déjà l'apprentissage sensoriel tout petit. La communication, tout ça commence tout petit. Le développement sensoriel à la crèche. Alors, à la crèche, on va avoir à cœur de stimuler cette perception sensorielle. Alors, stimuler, j'aime bien. Il faut un peu de discernement parce qu'on ne fait pas non plus tout à fait du dressage ou dire à tel âge, il doit savoir faire telle chose. Hein. Je dirais plutôt à la crèche, on agit plutôt sur l'environnement que sur l'enfant. On va créer un environnement favorable. L'enfant, il va être stimulé par son environnement et ses sens vont se développer par tout ce qu'il a autour de lui. L'assistant maternel, il va suivre, lui, le développement de l'enfant, il va observer les comportements de l'enfant et il va voir comment il se comporte dans cet environnement favorable. C'est pas l'enfant qui doit suivre une grille d'activité, un emploi du temps, parce que c'est de son âge. À la crèche et même à l'école maternelle, ça devrait pas du tout être comme ça. Alors, on va retrouver nos sens et se dire comment on va installer
un lieu stimulant pour les sens des enfants. Alors, on reprend la vue, mettant un environnement coloré, des livres, des mobiles au plafond, c'est ce qui se fait déjà un peu partout d'ailleurs. Pour l'ouïe, on va chanter des comptines, on va trouver des instruments de musique adaptés. L'odorat, on va faire sentir les odeurs quotidiennes, les aliments, les savons. Il ne faut jamais oublier l'odorat. Le goût, la saveur des repas, la variété des menus, des fruits, des légumes, la consistance. Tout ce que je porte à la bouche, évidemment, c'est aussi le goût. L'enfant qui passe son temps à goûter un tas de choses, à nous de voir quand même ce qu'il met à la bouche. Et le toucher par les comptines et les jeux de doigts. Le toucher, c'est absolument essentiel. L'enfant a besoin d'être touché par les comptines. Il n'y a pas que le change, il n'y a pas que le bain. L'enfant a besoin d'être, on lui fait des guilis, on lui chante des comptines sur son corps, on fait des tapes-tapes sur ses pieds. C'est important. Alors évidemment, toucher le corps de l'enfant, ça suppose un grand respect, parce qu'on touche le corps de l'enfant. On ne fait pas ça n'importe comment. Mais ça fait partie, s'il n'a pas ce développement du toucher, il va avoir du mal, ce qu'on va voir plus tard, à développer son schéma corporel. Il a besoin de sentir son enveloppe corporelle et il la sent par le toucher. Oui, oui, parce que je m'étais inscrit à un truc de formation. Les jeux sensoriels à la crèche. En plus du climat et de l'environnement favorable qu'on va créer dans la crèche ou dans le jardin d'enfants, enfin le lieu d'accueil ou la maison, on peut proposer des petites séquences. Je dis bien proposer, c'est-à-dire que si l'enfant, ça ne l'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas, c'est qu'il a autre chose à faire. Alors, on peut inventer des boîtes à toucher, des jeux d'odeur, des jeux de rythme ou d'écoute, comme on voit le petit bonhomme là qui est en train d'écouter son maracas de fabrication maison. Des jeux de test de goût. On peut proposer des tas d'activités, toujours se dire, voyons voir, est-ce que je m'adresse bien aux 5 sens? Parce qu'en fait, si on en a 5, si la nature nous en a donné 5, c'est qu'on va apprendre des choses avec les 5. Alors ensuite, un petit peu plus grand, à la maternelle, on va avoir d'autres jeux sensoriels qui forcément vont se greffer sur ce qui a été fait avant. On ne passe pas tout d'un coup, il y a une progression. Donc, il va continuer à chanter des comptines, on va passer aux histoires, aux contes, il va y avoir les parcours moteurs et de baby gym, des jeux de comparaison, de tri, des jeux collectifs, le dessin, l'apprentissage de la vie de groupe, commencer à avoir des petites responsabilités, de rangement, s'occuper d'un animal, faire un peu de motricité fine, les activités qui développent l'attention, la réflexion, un peu de jardinage. Toutes ces activités-là sont des activités sensorielles qui continuent le développement de ce qui a commencé d'être développé à la crèche. La boucle sensorimotrice, on alimente et on développe des compétences. On pourrait dire que cette période de la petite enfance, en face de l'école primaire, c'est les prérequis. C'est les fondations de la maison. C'est-à-dire que je construis une maison, je ne fais pas de fondation, ça va avoir du mal à être un peu solide. En même temps, si je construis des fondations et que je ne mets pas de maison dessus, c'est un peu dommage, c'est pas fini. Voilà. Donc, en fait, toutes ces étapes sont des étapes qui nous conduisent vers autre chose, vers la vie adulte. Et on voit qu'elles sont extrêmement importantes et que la vie adulte sera vraiment posée sur ces fondations. C'est donc vraiment une période extrêmement importante pour l'enfant, j'ai envie de dire, dans les bonnes habitudes comme dans celles qui peuvent être un petit peu moins bonnes. Donc, je vous donne un exemple de quelque chose d'une habitude sensorielle qui peut être prise, qui concerne un peu le toucher, qui est la tenue du crayon, c'est-à-dire l'aptitude, la maîtrise de la tenue du crayon. Les activités qu'on propose aux enfants doivent être adaptées à ses compétences. Et si l'enfant n'a pas la compétence de tenir un crayon, on ne lui en donne pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'écrire, ça veut dire qu'on va lui donner quelque chose adapté pour qu'il puisse écrire. Sinon, je fais de la formation quelquefois avec des enseignants de CP qui sont désolés de dire mais
la tenue du crayon, c'est une catastrophe et l'enfant n'arrive pas à changer parce que ça fait trop longtemps qu'il le tient comme ça. Alors, je vous ai fait un petit florilège que vous pouvez voir de tenue du crayon ou du pinceau. Alors, à la crèche, on voit comment ils le tiennent. L'arrivée au CP et puis dans la vie adulte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été mal commencé et qui va rester et que l'adulte peut traîner toute sa vie, à savoir, comme la personne à la photo à droite, là, c'est une personne qui a des douleurs quand elle écrit parce que il faudrait vraiment une rééducation de l'écriture pour qu'elle puisse écrire sans avoir mal à la main. Donc, c'est un peu dommage. Voilà, donc il y a un remède extrêmement simple. On va donner à l'enfant un outil qui est adapté à son âge. Il a le droit d'écrire et de dessiner, on ne va pas le priver de ce plaisir. Simplement, il va le faire avec un outil adapté. Donc là, je vous ai mis quelques outils, que ce soit pinceau, crayon triangulaire, des trucs en forme d'œuf, etc., ou des triangles. Ça marche très, très bien. Et le petit pop, là, qui est colorié un peu toutes les façons, c'était un festival petite enfance où toutes sortes d'âges d'enfants passaient sur le stand. Et donc, l'enfant devait prendre l'outil adapté à son âge par rapport, on regardait comment il tenait le crayon. Et ça a donné lieu à des rencontres très intéressantes avec les assistantes maternelles par rapport à ça. Parce que c'est vraiment quelque chose, je pense que dans beaucoup de crèches, on trouve encore des pots à crayon et c'est un petit peu dommage. Alors, je mets juste un petit commentaire que pas de crayon, pas d'outil, c'est pas mal non plus. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème de tenue de l'outil. Voilà. Alors, l'expérimentation sensorielle, elle est irremplaçable. Chaque sens va vous permettre une expérimentation différente. Chaque découverte sensorielle crée de nouvelles connexions neuronales. L'enfant doit pouvoir expérimenter dès la crèche le haut, le bas, le froid, le chaud, le parfumé, le malodorant, le piquant, le doux, le lisse, le rugueux, le lourd, le léger, le mou, le dur, et vous pouvez encore en rajouter. Hein, on voit bien que tout ça, ça va atteindre, enfin, ça fait travailler tous les sens. Le schéma corporel, qui est absolument une étape essentielle dans le développement de l'enfant, surtout pour après arriver aux apprentissages plus élaborés. Dès le premier âge, dès qu'on chante des comptines, ce que je vous disais sur le corps de l'enfant va commencer à prendre conscience de son corps. Et donc, d'abord savoir que c'est lui. Hein, quand il va se mordre l'orteil, il va comprendre que l'orteil est à lui. Donc, les comptines, sa place dans l'espace, et ça va construire sa propre image qu'il a de lui-même. Je vous ai mis quelques petits dessins de l'image d'un enfant, l'image qu'il a de lui-même. On voit l'évolution, sachant que l'auteur de ces 3 dessins, c'est le même enfant. Donc, on voit bien l'évolution du dessin de cet enfant. On peut pu mettre encore les classes après, mais là, déjà pas mal, ça fait déjà un bon aperçu. Et la petite illustration en haut à gauche, c'était sur une formation à un stagiaire qui, je trouve, avait très bien illustré ce qu'était le schéma corporel. En fait, c'est vraiment l'image qu'on a de soi-même. Donc, l'orientation spatio-temporelle se construit sur le schéma corporel. On peut avoir notion de l'espace par rapport à son propre corps. On ne peut pas avoir notion de l'espace autrement. Les activités main droite, main gauche vont favoriser la coordination motrice, parce qu'on en a besoin pour le développement. On va proposer des jeux de topologie et de repérage qui vont effectivement commencer à préparer de loin la lecture et l'écriture. J'ai quand même de la suite dans les idées de où est-ce que je voudrais arriver. Donc, on commence avec le corps. Donc, on voit sur la photo de gauche le parachute, où l'enfant travaille le haut et le bas, la coordination avec les autres enfants. Quand il a intégré cette notion, il va pouvoir le faire avec des petits objets. Il y a une personne qui s'appelle Théa Bugnet, je vais vous en reparler un peu plus tard, qui a mis en place une méthode qui permet justement de travailler sur le corps, l'assouplissement du corps, éviter les crispations et vraiment sentir le haut, le bas, la droite, la gauche.
Et je vais vous montrer ça dans une petite vidéo avec un enfant de 4 ans à peu près, qui commence à faire du chant rythmé, gestué, et avec lequel il va pouvoir à la fois prendre bien conscience de son espace et du rythme, et enfin de plein de choses. Vous allez voir sur la vidéo. Alors, on n'entend pas le son, mais c'est Meunier, tu dors. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas le son. Mais bon. Ouais. Moi, je monte le son, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas le son. Ouais. Alors, ensuite, on va passer avec le même chant. L'enfant passe sur le plan horizontal, ce qui est un mouvement extrêmement intéressant. Puis il va le faire effectivement les yeux fermés pour intégrer l'image mentale de son geste. Ce qui est très intéressant dans cet exercice, c'est de voir que par son corps, l'enfant va faire la bascule du sens vertical haut en bas à la bascule horizontale pour faire le haut en bas sur la feuille de papier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour que l'enfant puisse se repérer quand après il va devoir dessiner, écrire, et vraiment le sens de la verticalité. Voilà. Le développement psychomoteur comprend aussi forcément une dimension psychologique, comme son nom l'indique. À la crèche, l'enfant va développer des compétences sociales précoces, suivre du regard, montrer du doigt. Il va commencer à développer son désir de communiquer et l'imitation, le langage. Bon, ça, c'est le sujet du prochain webinaire avec Soline Bricou. Donc, on lui laissera la parole le mois prochain. Alors, il va y avoir aussi toujours sur la question de l'orientation dans l'espace, des jeux de prélecture qui sont absolument essentiels, qu'on fait quand les enfants sont petits, 4-5 ans, où il ne s'agit pas du tout de faire de la lecture de lettres ou de connaître son alphabet, ce qui sert strictement à rien, mais de savoir s'orienter. C'est-à-dire que si l'enfant ne fait pas la différence sur ses dessins, l'orientation du dessin, il ne sera pas du tout prêt apprendre à lire, c'est trop tôt. Et si on commence la lecture trop tôt, il risque de développer quelques 10. Ce serait dommage, alors qu'il suffit d'attendre un petit peu et de travailler l'orientation. Bon, je vous présente ça parce que c'est des activités de maternelle et je me permets juste de rappeler que la maternelle est aussi un lieu d'accueil petite enfance. Voilà la question de mes petits camions et de mes jeux de prélecture. On voit bien qu'il y a des enfants qui ne voient pas la différence de sens, ils n'ont pas encore intégré. Et donc, si on commence à les faire lire, on voit avec le dessin d'en dessous que ça va poser problème de lecture. Ça parle de soi. Alors, avec l'orientation dans l'espace, il y a le rythme dans le temps. Le rythme mesure le temps, mesure les saisons, le jour, la nuit, les repas. L'approche rythmique apporte la notion d'ordre. C'est rassurant, c'est structurant. Quand c'est l'inorganisation, l'enfant est stressé, angoissé. Le chant, le rythme, la mélodie des mots, tout ça, ça apporte de la communication et ça va structurer le langage parlé. Donc, je n'ai qu'un mot sur ce sujet. Chanter avec les enfants, vous allez développer la langue, le vocabulaire, le rythme, ça, dès la crèche. La pauvreté du vocabulaire, ça va être compliqué d'apprendre à lire. Si on n'a pas bien les sons de la langue intégrés, les sons, les prononciations, ça va être compliqué. Donc tout ça, ça se prépare et ça se prépare extrêmement. On a un excellent outil qui est le chant et la comptine. Alors, je rappelle que je propose une formation pour ceux que ça intéresserait pour chanter avec les tout petits, pour étoffer son répertoire, savoir ce qu'on chante à quel âge, la tessiture, c'est-à-dire jusqu'où peuvent chanter les enfants en termes de hauteur et de grave, leur capacité respiratoire, etc. Parce que chanter avec des petits, c'est pas chanter avec des adultes. Voilà. Alors, je vais vous présenter rapidement maintenant, pour bien rester dans mes clous, vous montrer l'apprentissage de la lecture qui est ancré dans l'apprentissage sensoriel.
c'est vraiment mettre en valeur tout ce qui se fait en apprentissage sensoriel qui précède les fondations pour montrer qu'on va rester dans cette approche sensorielle pour apprendre à lire. Alors, quand on arrive aux apprentissages scolaires, et on le voit déjà dès la crèche, on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui vont mieux retenir des choses plus visuelles, d'autres plus auditives, d'autres plus dans la gestuelle, le kinesthésique, l'odorat, l'expérience concrète. Je donne un exemple. J'ai en ce moment une petite fille de CP qui est un petit peu en difficulté par rapport à la lecture, fin d'année. Quand elle lit un mot, je lui demande de m'expliquer ce mot, au lieu de me dire c'est une voiture ou c'est un oiseau. Elle se lève, donc elle se lève de là où elle est en train de lire, elle se lève et elle me mime la scène. Donc voilà, là on a vraiment un enfant kinesthésique. Et c'est comme c'est son mode d'apprentissage et d'expression, et il faut en tenir compte. C'est extrêmement important aussi de savoir comment les enfants se comportent. On est tous, chacun, là, tous ceux qui m'écoutent gentiment là, à cette heure-ci, à l'heure de la sieste, vous avez chacun votre canal un peu de prédilection. Il y a ceux qui vont bien mémoriser, un peu musiciens, ils vont retenir à l'oreille n'importe quel chant, quelle langue étrangère. D'autres, ça va être beaucoup plus visuel. Ils ont vu un truc, ça y est, ils s'en rappellent. Ils ont lu leur leçon, ça y est, ils la savent par cœur. Et d'autres qui vont avoir besoin, comme je disais, de mimer ou de gestuer. Alors, à la crèche, on peut voir déjà des différences d'enfants qui ont tel ou tel plutôt sensoriel un peu dominant. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir, c'est un peu une réponse à des questions là, que j'ai eues. Comment on fait si on détecte telle ou telle chose chez un enfant? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut proposer si un sens n'est pas développé, etc. Alors, cette question-là, je la réserverai un petit peu à la rééducation, mais moi, je ne fais pas du tout de rééducation. Pour moi, en face de moi, j'ai des enfants qui sont soit un peu visuels, soit un peu kinesthésiques, soit un peu auditifs. Et finalement, si je leur propose un apprentissage multisensoriel, ils y trouvent tous leur compte. D'abord parce qu'on est tous un petit peu de ça, un peu des trois à la fois, avec peut-être l'un ou l'autre plus dominant, mais on est tout à la fois. Et donc, utiliser tous nos canaux sensoriels, ça ne peut être que bénéfique. Et puis surtout, je ne suis pas en train de me dire, voyons voir, est-ce que pour tel enfant, je dois faire comme ci, et pour tel enfant, je dois faire autrement. Donc voilà quelques petits exemples d'apprentissage multisensoriel où on est dans le toucher, l'expérimentation, la vue, le souffle, l'écoute, le rythme, etc. Vous pouvez voir que les photos sont toutes des photos des activités de notre association parce que ça fait longtemps qu'on fait ça et donc on a une banque de photos qui permet de montrer tout ça. Alors, pour la lecture, il y a un monsieur qui s'appelle Augustin Grosselin, qui a été confronté à la lecture pour ses propres enfants et petits-enfants, sachant que c'était bien avant, c'était 19e siècle, bien avant Jules Ferry, bien avant Maria Montessori. Alors, c'était très compliqué parce que c'était madame, qui est Grosselin, qui devait apprendre à lire aux enfants. Et c'était très douloureux pour tout le monde. Alors, il a cherché pendant longtemps et il a inventé un outil sensoriel génial qui va utiliser l'œil, l'oreille et la main. Ça, c'est absolument génial. Hein, lorsque tu vois cette lettre, tu dis, ça c'est l'oreille, et tu fais la main. Et donc, on a toutes les mémoires qui sont actives en même temps. Hein, on a un petit mime, donc ça s'appelle une phonomimie, puisqu'on va mimer le phonème. Et l'enfant va vraiment mettre en mouvement toutes ses mémoires pour enregistrer ce qu'est une lettre qui est quand même, il faut bien le dire, pour un enfant complètement abstraite en termes d'écriture. Augustin Grosselin, il a dit quelque chose de passionnant qu'il ne faut surtout jamais oublier, que vous pouvez graver, je ne sais pas, sur votre carnet de notes ou sur votre agenda. L'idéal pour une méthode d'enseignement pour le premier âge de la vie, on est déjà à la crèche, hein, c'est d'y faire concourir l'ouïe, la vue, le toucher, c'est-à-dire les trois sens qui sont les principaux instruments de l'intelligence et de la mémoire et qui n'agissent dans la plénitude de leur puissance que lorsqu'ils interviennent simultanément. Ça, c'est quand on fait quelque chose avec les enfants, c'est vraiment
il faut vraiment se baser là-dessus. Il n'y a pas d'autre façon de développer, de s'occuper des enfants et de leur proposer des activités qui vont les faire progresser. C'est vraiment la base. Alors, il a proposé d'autres choses que je vous montre rapidement, un alphabet mobile, tableau de grammaire, qui sont des outils, pareil, qui utilisent tout le sensoriel pour apprendre. On va voir que pour l'écriture, on va avoir, donc la dame dont je vous ai montré les vidéos tout à l'heure, enfin, ce n'est pas ses vidéos, elle, parce que c'est trop ancien, mais Théa Bugnet est une personne franco-hollandaise qui est là, c'est pas assez connu, alors qu'elle a fait un travail fabuleux avec Françoise Dolto à l'hôpital de la Salpêtrière. Elle a travaillé à développer le diplôme de psychomotricien. Elle a vraiment créé une pédagogie pour apprendre le geste de l'écriture, mais en souplesse, en rythme et avec plaisir. Ça fait vraiment en chantant. C'est absolument génial. Alors, elle propose un exercice d'assouplissement des mains avec un coussin de sable. Alors, petite vidéo. Alors, apparemment, il n'y a pas le son, ça serait bien dommage. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a le son? Je ne sais pas s'il y a le son. Alors, vous avez les… C'est un siphon fond. Voilà. Alors, vous avez le lien des vidéos, vous pourrez les retrouver sur YouTube pour voir vraiment, parce que c'est plus intéressant quand même avec la musique. C'est vraiment un outil de concentration, de rythme, vraiment, moi je l'ai fait avec des enfants, même quelquefois vraiment en grande difficulté, et ils en redemandent parce que ça les recentre complètement. C'est vraiment, et ça apporte beaucoup en termes de concentration, d'écoute, de souplesse. Donc c'est vraiment très, très chouette comme outil. Ce qu'a fait commenter à Bugnet, on pourrait le comparer à ceux qui ont déjà vu le film Karate Kid. Le jeune veut apprendre le karaté. Son maître de karaté lui apprend à laver la voiture, à peindre la palissade. Pourquoi? Parce qu'en fait, il lui apprend d'abord corporellement, il faut qu'il imprime dans son corps les gestes du karaté. Et après, il va apprendre le karaté. Théa Bugnet, par association d'idées, j'aime bien c'est un peu la même chose pour rapport aux choses de l'écriture. Elle nous apprend tous les gestes qui vont préparer, qui vont mettre en mémoire corporelle les gestes qui vont servir à l'écriture. Donc ça, c'est quand même… Et donc, on utilise forcément tous les sens. Voilà, donc ça, c'est des schémas qu'on va chanter et rythmer à tous les niveaux. Et j'arrive à la conclusion. Cette présentation rapide des activités sensorimotrices essaie de vous montrer que c'est absolument important pour développer toutes les capacités. Alors, je dis que c'est important. Ma fille me dit, bah oui, mais prouve-le. Alors, je sais pas beaucoup j'ai essayé de vous trouver un appui un petit peu scientifique. Il se trouve qu'à Marseille, le professeur Habib, à l'hôpital de la Timone, rééduque, je dis bien rééduque, des enfants dyslexiques en faisant du rythme. Alors, c'est très bien la rééducation, j'ai rien contre, mais nous, on fait du rythme depuis vraiment la crèche et la maternelle. Et je pense que, enfin, je le sais par expérience, puisque de toutes ces années où j'ai appris à lire à tellement d'enfants, que quand on a commencé le rythme et le chant petit, eh bien, les 10, il n'apparaît pas. Alors, la preuve, c'est que lui, il soulage les 10 par le rythme. Et alors, il a une phrase absolument géniale, vous pourrez l'entendre sur le lien que je vous ai mis sur la conférence qu'il a faite, c'est qu'il dit, pour faire cette rééducation, il faut en même temps une entrée auditive, une entrée visuelle et un geste moteur. Alors, avec tout le respect que je dois au professeur Habib, j'ai envie de lui dire, mais M. Crosselin a dit ça il y a plus de 150 ans. Voilà. Donc, ça prouve qu'effectivement, cette approche multisensorielle est vraiment quelque chose d'essentiel pour les enfants. Ça nous montre également aussi que normalement, les apprentissages scolaires devraient continuer sur les mêmes bases sensorielles, à savoir nos 5 sens, pas seulement la vue, mais vraiment les 5 sens, ce qui est loin d'être le cas, mais ce n'est pas le propos du jour. Voilà. Alors, pour poursuivre votre réflexion, je vais faire un peu de pub quand même, je vous donne l'adresse de mon blog, tout ça vous retrouverez ça sur le replay. Donc, on a un blog qui s'appelle lireécrirchanter.com
Vous allez absolument retrouver tout un tas de choses. J'ai écrit il y a 2-3 ans, 3-4 ans, un livre pour l'enseignant ou l'éducateur ou le parent, un livre pour celui qui apprend à lire, l'élève. Et on a, pour nous joindre, une boîte mail qui s'appelle Permis de lire pour tous. Voilà. Sur le blog, vous allez trouver un onglet pour les tout petits, vous allez trouver des outils pédagogiques, vous allez trouver des tutos pour fabriquer votre matériel, les coussins de sable, vous allez trouver des mises à disposition gratuites, préimprimées, de cahiers de graphisme avec les lignes à la bonne taille, des fichiers Syllab, vous allez trouver des vidéos, parce que les vidéos que vous n'avez pas pu entendre là, vous les aurez sur le blog. Le portrait des créateurs de ces outils, parce que moi, j'ai rien créé du tout, je ne fais que vous donner ce que les autres ont fait. Voilà, et plein d'autres choses encore. Alors, après, il y a des formations avec la FEE, pour les classes maternelles, les classes CP-CE1, comment apprendre à lire et à écrire avec tout son corps. Maintenant, ça prend on comprend ce que ça veut dire. Alors, il y a tout un tableau de formation que vous pourrez consulter, les calendriers, si vous voulez vous inscrire. Voilà. Et quelques réponses aux questions, parce que je vois qu'il me reste 5 minutes, un quart. Alors, j'ai eu comme question quel développement, évolution des sens majeurs de la naissance à 3 ans? Alors, ma réponse, c'est il n'y a pas de sens majeur. Ils sont tous importants et il faut tous les développer pour que l'enfant se développe harmonieusement. C'est sûr, la période orale, elle se voit plus parce que petit, l'enfant, il met tout à la bouche. N'empêche qu'il faut quand même aussi faire attention à ce qu'il met dans ses yeux, dans ses oreilles ou dans son nez. Alors, ne jamais oublier que le développement se fait au rythme de l'enfant, qu'on a des échelles d'évaluation qui sont des outils éventuellement de dépistage de handicap, qui sont des outils d'évaluation de l'enfant, voir où il en est, juste pour info, mais ça ne doit pas être de la surstimulation. D'abord parce qu'un enfant, quand il est en train de développer à fond, de découvrir qu'il va commencer à marcher, il ne va pas acquérir en même temps le langage, la tenue de la cuillère, enfin, il ne peut pas tout faire en même temps. Même nous, on n'y arriverait pas. Alors, les ajustements naturels et spontanés, lorsqu'un ou plusieurs sens font défaut. Alors, à moins d'un handicap, il n'y a pas de sens qui font défaut. À nous de mettre un environnement pour que l'enfant puisse développer tous ses sens. Ça, c'est certain. La première activité de l'assistant maternel ou de l'EJE, c'est l'observation. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, on nous faisait faire ça à l'école d'EJE, observer. Donc, j'observe les enfants. Je ne fais pas que surveiller qu'il n'y en ait pas un qui grimpe sur une chaise. Non, non, je les observe. C'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça. On voit les maladroits, les habiles, ceux qui mangent de tout, ceux qui ne veulent pas, ceux qui ont envie de jouer dehors, ceux qui veulent des gommettes, etc., etc. Ils ont déjà un peu chacun leur façon d'apprendre et nous, on doit essayer de proposer des activités multisensorielles. Voilà. J'arrive au bout. Juste, je vais vous terminer quand même par une toute petite anecdote d'un enfant au festival une année où l'enfant, quand il est arrivé sur le stand, nous a dit attention, attention, celui-là, c'est une terreur. Et finalement, il a trouvé une espèce un atelier où on proposait des espèces de ciseaux qui ont une boule. Ça apprend un peu le geste des ciseaux, mais ce n'est pas des ciseaux. Et on attrape des choses avec une boule. Et cet enfant, donc il était avec son assistante maternelle, donc il avait moins de 3 ans, il est resté 3 quarts d'heure à attraper des boules de cotillon avec son ciseau boule, tellement il trouvait ça génial. Et il était calme, il n'a embêté personne. Et l'assistante maternelle a eu une réflexion tout à fait géniale. Elle a dit « Je ne vais plus regarder cet enfant de la même manière ». Voilà. Donc, ça veut dire que quand on propose, il faut vraiment proposer pour tous les sens, toutes les activités sensorielles. Et normalement, sauf handicap, il n'y en a pas un qui va être en retard. Donc, les enfants ont besoin de tous leurs sens, on les observe, et nous, on doit penser en tant qu'adultes, se dire, est-ce que ce que je propose est multisensoriel? En fait, c'est notre question à nous, celle-là. Est-ce que je suis bien alors, l'oralité, l'enfant, il met tout dans la bouche, c'est comme ça qu'il apprend, c'est comme ça qu'il découvre. Si on lui laisse sa tétine, c'est sûr que la phase orale va durer plus longtemps et puis il va parler plus tard. Donc, il faut essayer de lâcher la tétine assez vite. La curiosité, l'attrait, les activités intéressantes,
fait que petit à petit, il va porter moins à la bouche parce que justement, ces connexions neuronales vont lui proposer d'autres façons de découvrir les choses. Bon, c'est quand même une étape importante, donc je me suis fait plaisir. Je vous ai mis juste, pour terminer, un petit bonhomme sur des photos toutes récentes, un petit bonhomme qui met d'abord à la bouche avant de jouer avec l'objet qu'il a trouvé. Il faut d'abord quand même qu'il goûte, qu'il vérifie ce que c'est, et quand il a vérifié, eh ben, on peut jouer avec. Voilà. Sur ce, je vous remercie tous et toutes de votre attention. J'ai vraiment pas répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, on verra. J'espère d'abord que vous trouverez plein de réponses dans ce que j'ai dit. Et puis si ça ne suffit pas, eh ben, vous pouvez m'écrire même à la boîte mail. Promis, je répondrai. Voilà. Merci beaucoup Françoise et merci à toutes et tous pour votre attention. Alors on va prendre juste peut-être 5 minutes pour répondre. Peut-être que tu as une question là supplémentaire qui avait été posée. Alors, parce qu'il n'y a pas eu de questions particulières sur le… Alors, il y a un certain nombre de questions auxquelles j'avais commencé un petit peu à répondre dans ce qui était dit. Il y a une question qui a été… il y a une question sur le langage, donc ça, je renvoie directement pour le mois prochain. Il y a quelqu'un qui demande comment mettre en place des ateliers pour des jeunes enfants de 2 ans et demi qui sont plus dans la motricité libre qu'en extérieur. Alors, j'ai envie de dire, s'ils sont en motricité libre, la seule chose à voir, c'est si dans la motricité libre qu'il leur est proposée, les activités sont multisensorielles. Est-ce qu'il peut aller sniffer dans les arbres l'odeur de l'arbre? Est-ce qu'il peut se rouler dans l'herbe? Est-ce qu'il peut chanter quand il écouter les chants d'oiseaux, etc. Mais on est multisensoriel. On peut mettre en place des ateliers, ça n'est pas forcément obligatoire, ou en tout cas, c'est très intéressant, mais ce n'est pas obligatoire. Notre question à nous, c'est quel environnement je mets à l'enfant pour que l'enfant puisse développer tous ses sens. Voilà. Est-ce que je ne suis pas limitative dans ce que j'ai présenté? Parce que j'aime bien que les enfants soient autour d'une table en train de coller des gommettes, oui, mais est-ce que ça ne limite pas voilà. Bien se dire qu'est-ce que c'est que les 5 sens et qu'est-ce qu'il va apprendre avec ces 5 sens aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment… il y a eu plusieurs questions comme ça sur des ateliers. Vos ateliers, c'est vraiment les 5 sens. Voilà. Parfait. Merci François. Voilà. Je pense malheureusement, on n'a pas trop le temps. Voilà, je vois que moi, j'ai l'heure soulevée, donc je vois qu'on est… donc, merci à tous et toutes pour votre attention. Merci Françoise pour la qualité de ton intervention. Donc, vous retrouverez le mois prochain, le 7 juillet, de 13h à 13h45, Soline Bricou, qui est orthophoniste et qui nous présentera donc un webinaire sur comment aider la communication et le langage chez un petit enfant. Vous recevrez prochainement la communication. Vous avez dans le PDF que vous allez recevoir le QR code inscription. Il renvoie l'inscription du 5 mai, le QR code. Ok, bah écoutez, avant de vous envoyer le PDF, on va vérifier le QR code pour l'inscription. On va vous le remettre dans le PDF que vous allez recevoir pour l'inscription du prochain webinaire. François, je te laisse juste passer la dernière slide, s'il te plaît. D'accord, voilà. Donc, merci vraiment pour votre participation. Vous étiez encore nombreux. Donc, mille excuses pour le QR code qui ne fonctionne pas. On va rectifier ça. Vous allez recevoir juste après le webinaire donc le PDF complet avec tous les liens vidéo. Donc, on s'excuse pour le son aussi. Vous retrouverez ce deuxième QR code avec toutes les informations de l'organisme de formation qui amène directement à notre catalogue de formation. Et on reste bien évidemment disponible si vous avez des questions. Françoise aussi vous a proposé d'être disponible par mail si vous aviez aussi des questions à lui poser. Merci beaucoup encore pour votre participation. Vous recevrez aussi le replay et un questionnaire de satisfaction. Merci à tous et bon après-midi.